Salut les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va faire un nouveau concept. Alors c'est un concept que j'ai déjà réalisé en format réel par le passé il y a un petit moment maintenant, c'était il y a quasiment 6 mois et c'est simplement l'analyse de profil. On va analyser la diète, le training d'un de mes abonnés. J'ai pris du coup un profil un petit peu au pif parmi une candidature que j'avais postée du coup directement sur une story Instagram. Donc j'ai eu même pas mal de demandes etc pour participer. Donc j'ai pris un peu une personne au pif, une personne avec laquelle j'avais déjà discuté en plus par le passé, donc je savais que j'avais quelques infos mine de rien, donc c'était assez pratique. Et du coup on a vu ensemble son profil, on a vu ensemble son training, sa diète etc. Il m'a tout bien présenté en détail et comme ça je vais pouvoir te présenter ça. On va bien sûr l'anonymiser et du coup on va voir un petit peu comment on peut améliorer du coup sur un cas pratique. Et en fait je trouve ça vachement intéressant comme format et je voulais vraiment faire ce type de format parce que tu vas voir, au moins on va pouvoir avoir des exemples concrets de dans quel cas on peut améliorer les choses, etc., etc. Je trouve ça plutôt intéressant. Je sais que sur YouTube, il y a une personne qui fait des formats d'analyse de diète très intéressantes, c'est Anthony Weiss, je sais jamais trop comment ça se dit, I2S. Ça je vous encourage vraiment à aller voir ces vidéos, elles sont vraiment qualitatives sur les analyses de diète. Mais du coup là nous on va faire vraiment une analyse de profil complète, donc diète, training, et on va voir aussi du coup son profil simplement avec tous les à côté etc, que ça soit son travail etc. Donc pour le profil, du coup je te mettrai quelques images à chaque fois. Donc là on a le profil de quelqu'un qui a 36 ans. Donc 36 ans ça veut dire déjà qu'on n'est plus sur quelqu'un qui aura voilà la fleur de l'âge, on va dire entre guillemets, sans être péjoratif. 36 ans t'es pas vieux non plus hein, mais voilà, on n'a pas exactement la même récupération que pour un jeune de 18 à 22, 23, 24 ans etc. Tu vois, donc ça à prendre en compte. Néanmoins on a quelqu'un de très sportif qui a une très bonne expérience du sport de manière générale parce qu'il est professeur d'EPS, donc il fait du sport depuis très longtemps, depuis toujours. Il pratique la musculation depuis 3-4 ans, il m'a dit. Donc il a une bonne petite expérience, on va dire, en musculation. Donc 36 ans, 3-4 ans d'expérience de muscu, sportif depuis toujours, on dira. Il fait 1m82 pour 64 kg. Donc là, tout de suite, tu t'en doutes, même tu vas le voir sur les photos, il est vraiment très sec. Tu vois, c'est quelqu'un qui a un profil sec et c'est logique on va dire au vu de la dépense qu'il a au quotidien. Au quotidien il va faire une moyenne qui va être à peu près autour des 20 000 pas, mais en fait ça va dépendre énormément de son boulot etc. Il m'a dit qu'il y avait parfois des jours où il allait faire des grosses randonnées, parfois voilà, et donc des fois il allait se retrouver à plus de, il m'a déjà montré des screens où il a plus de 30 000 pas etc. Parfois il a pas forcément beaucoup de pas, mais quand même une grosse dépense cardio parce que il fait aussi certains cours collectifs parfois dans des associations en plus de son boulot etc. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une grosse dépense quotidienne, que ça soit en HIIT ou directement en sport de manière générale. Donc ça à prendre en compte. Et ça explique pourquoi il est aussi très sec. On verra aussi, tu vas voir, par rapport à son profil morphologique, c'est assez peu étonnant, j'ai envie de dire. On voit qu'il a vraiment le morphotype, on va dire entre guillemets, même si j'aime pas trop le terme des morphotypes, de quelqu'un qui va être assez sec, assez grand et fin, on va dire. Donc rien d'étonnant sur le fait, au final, j'ai envie de dire, qu'il soit léger par rapport à sa taille. Là, pour rappel, on est vraiment sur un PDC moins 18, donc c'est un PDC qui est quand même assez faible hein, pour le coup, on va pas se mentir, par rapport à sa taille. Du coup, pour son profil, donc profil très actif, profil qui a de l'expérience, qui sait s'entraîner je pense de manière générale, ça pour le coup voilà, le seul point noir que je vais avoir, c'est que je ne sais pas la manière on va dire directement de comment il s'entraîne, c'est à dire que je ne l'ai pas vu en séance, tu vois, je ne sais pas s'il arrive à mettre suffisamment d'intensité ou pas, ça reste toujours le point d'interrogation, mais voilà, en soi du coup quelqu'un qui a plutôt une bonne récupération et du coup en musculation il va s'entraîner 7 sur 7, c'est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, donc tu vois c'est quelqu'un qui est très sportif et je pense qu'il doit être dans une forme d'addiction au sport, je pense, au vu de son boulot, etc. Ce qui en soit pas une mauvaise chose, il faut faire attention au niveau récupération, mais il fait du 7 sur 7 avec des séances qui sont pas excessivement longues. En général, on est sur des séances de 12 séries, tu vois, 12 à 15 séries de ce que j'ai vu par séance, donc des séances assez courtes qui doivent ne pas lui prendre plus d'1 heure, 1h15, je pense, par là. Donc, en soi, ça reste assez cohérent, tu vois. Personnellement, je m'entraîne 6 sur 7 et c'est à peu près pareil, j'ai plutôt des séances de 15 à 18 séries, on va dire. Tu vois, donc des séances assez courtes, donc forcément je t'entraîne avec une aussi grosse fréquence, j'ai envie de dire, compliqué d'avoir des séances de 2 heures, ça c'est clair, puis même niveau timing etc avec le boulot ça reste compliqué.
Donc voilà un petit peu pour son profil. Donc quand on observe un petit peu, tu vois, donc sur les photos qu'il m'a envoyées, si on observe un petit peu, on va dire sa génétique, ses points forts et ses points faibles musculaires, on va remarquer tout de suite une chose. On a un très gros point fort, bien évidemment, comme on l'a déjà dit, sur la sèche. Ça c'est très positif en soi, j'ai envie de dire, même si lui, je pense que ça va lui poser quelques difficultés pour prendre du poids par la suite, mais on y reviendra après sur l'aspect diète, etc. Tu vois. Donc pour moi, là où il a un gros point fort en termes d'insertion musculaire, ça serait vraiment sur la zone des pectoraux. Tu vois qu'aussi même les abdos, il a vraiment entre guillemets de la chance génétiquement sur ces insertions qui sont très symétriques et qui sont plutôt longues, etc. sur cette zone, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, là où il a des gros points négatifs, on pourra le dire, c'est vraiment sur la zone du coup des bras et des jambes. Forcément, avec un profil élancé comme ça, on a des membres plutôt longs et clairement les bras, tu vois que ça va être difficile de les remplir, les jambes aussi malheureusement, mais et du coup selon moi, ouais, bien focus un petit peu cette zone à travailler, ça va être intéressant. Aussi, on a quelqu'un qui est plutôt longiligne, mais malheureusement on n'a pas de clavicule large. Alors c'est dommage parce que souvent les gens qui sont très grands et etc. un peu dans ce profil là ont souvent des clavicules très larges, ce qui fait qu'ils ont une bonne shape en V, on va dire, et du coup ça peut être intéressant. Lui malheureusement il a les clavicules un petit peu courtes, alors du coup il va falloir qu'il taffe bien ses épaules pour réussir à s'élargir un petit peu. Donc je pense que si avoir un bon focus épaule, ça peut être très très intéressant au niveau de sa programmation. Dernier point aussi sur lequel je trouvais important de revenir, en plus des jambes, c'est aussi la zone du bas du dos. Il se plaint pas forcément de douleurs sur les lombaires, etc. ou de fatigue lombaire, mais je dirais que j'aurais tendance à savoir que comme il est assez fin, on va dire, il manque un petit peu d'épaisseur et je trouve qu'il y a assez peu d'épaisseur, on va dire, sur l'aspect érecteur de la colonne. Donc on va avoir toute la zone lombaire, on a le longissimus qui est tout un muscle qui longe la colonne, etc. qui donne vraiment cette épaisseur au niveau du dos sur la zone moyenne basse, on va dire, de ton dos, ce qui peut vraiment être intéressant à développer parce que d'un point de vue esthétique, souvent c'est une zone qu'on oublie beaucoup dans le travail du dos. On pense souvent juste grand dorsal sur la largeur et haut du dos avec les trapèzes sup, moyens et inférieurs, mais en réalité cette zone là aussi sur l'épaisseur est vachement intéressante. Donc on reviendra un petit peu sur tout ça dans le programme et je pense qu'on va pouvoir ensuite passer un petit peu maintenant à sa partie diète pour que tu vois un petit peu son profil d'un point de vue nutrition. Donc je prends mon téléphone directement sous les yeux pour juste regarder un tout petit peu, me rappeler, etc. des différents éléments qu'il met dans sa diète. Je te mettrai les images qu'il m'a envoyées concernant le tracking de ses calories, etc. Donc ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui est assez investi dans sa pratique parce que déjà, rien que je le vois par rapport à son profil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a déjà envoyé plusieurs messages chaque fois pour poser des questions, comprendre pourquoi je faisais ci, ça, etc. dans ce que je postais dans mes stories, dans mes réels, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Niveau diète, on a vraiment quelqu'un, je pense, qui aime manger pour le coup. C'est assez étonnant parce qu'en général, les profils un petit peu comme ça, qui sont assez légers et fins, souvent c'est aussi lié que c'est des gens qui s'en fichent un petit peu de manger. En réalité, ils pourraient passer 24 heures sans manger, etc. Lui, on voit clairement qu'il est plutôt food focus, j'ai envie de dire. Ça se voit qu'il a un assez gros food focus dans le sens que tous ces plats donnent envie, tu vois, dans ce qu'il mange, etc. On voit que c'est bien choisi avec des aliments de qualité et du coup, le gros point positif, c'est qu'en vrai, j'ai pas grand chose à redire en termes de qualité et de variété d'alimentation. Franchement, très très souvent, quand quelqu'un me propose sa diète, etc., j'ai vraiment très souvent plein de choses à redire sur la qualité, la variété aussi, peu de fruits et légumes, etc. Là, on a vraiment quelqu'un qui, à chaque repas, va toujours manger plusieurs fruits, plusieurs légumes. Vraiment, on a vraiment une grosse variété. Là, j'ai l'impression même de me reconnaître moi-même dans ma diète sur cet aspect-là. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est assez food focus et qu'il aime manger d'assez grosses quantités. Pour le coup, je pense qu'il est assez gros mangeur. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et du coup, niveau qualité, franchement, que ça soit sur les sources de protéines, on est vraiment plutôt bien. Le seul point que je vois, c'est juste qu'en gros, il calcule ses protéines à partir de la viande quand elle est pesée cuite. Ce que je conseille plutôt, c'est de peser cru parce que ça sera un peu plus précis, mais bon, en soi c'est pas le bout du monde, sachant que s'il fait tout le temps comme ça, qu'il fait tout le temps pesé cuit, en soi je change pas grand chose. Je pense pas qu'il change ses modes de cuisson d'un jour à l'autre à chaque fois, donc voilà. Mais ouais, dans l'idée en soi, sur les sources de protéines, pas grand chose à dire. On a des bonnes sources de protéines, on a des œufs, on a du saumon, on a de la viande maigre. Par contre, je vois assez peu de viande rouge. Peut-être ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a certaines croyances, etc. Et ça date un tout petit peu, on va dire, entre guillemets, de son époque à lui. Mais c'est qu'il y a encore 10
15 ans, on disait vraiment que la viande rouge c'était mauvais pour la santé. Aujourd'hui, ça s'améliore petit à petit, mais il faut comprendre que la viande rouge, pour moi, c'est vraiment peut-être la source de protéines la plus haute, de la plus haute qualité, juste après les œufs. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un peu plus peut-être potentiellement de viande rouge, je dirais. Mais sinon, en soi, en termes de choix d'aliments, on a vraiment quelque chose de bien, honnêtement. Et je pense même pas en soi qu'il ait vraiment un focus en mode il évite de manger la viande rouge trop souvent. Je pense qu'en réalité, voilà, même pour avoir déjà discuté avec lui, il m'avait dit qu'il essayait vraiment de varier souvent ses sources de protéines, avec même souvent parfois des sources de protéines de type légumineuses, etc. Donc c'est quelqu'un qui fait attention à sa variété alimentaire, et donc sur ça il n'y a pas de souci. Ensuite, du coup, ces sources de glucides, tu t'en doutes. Pareil, franchement, c'est nickel. On a pas mal de fruits. On a pas mal, du coup, quand on a des pâtes, ça va souvent être des pâtes complètes de ce que j'ai vu. On a aussi, du coup, tout ce qui va être patates douces, pommes de terre, etc. Donc, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. On n'a pas de source de glucides trop transformées. Le truc le plus transformé, je crois que j'ai eu dans sa diète, c'est genre des Weetabix, tu vois. Donc, les Weetabix, c'est une forme de céréales qui ressemble un peu à des flocons d'avoine en mode galette, un peu que tu peux mettre dans du lait, etc. C'est plutôt. Nutritivement parlant, en vrai, c'est plutôt intéressant. En plus, c'est enrichi en vitamine B, etc. Enfin, je crois, il me semble, c'est vraiment une céréale que tu peux retrouver dans le rayon céréales avec les chocs à pic et tout, tu vois. Mais c'est pas du tout avec beaucoup de sucre rajouté, etc. Et c'est enrichi en certaines vitamines. Je crois que c'est vitamine B. Je crois que peut-être vitamine C, vitamine D. Après, bon, c'est pas des trucs de qualité de ouf, tu vois. Mais c'est pas un truc transformé en mode mauvais, tu vois. Honnêtement, la liste d'ingrédients est pas si longue et tout, et il n'y a pas trop de sucre ajouté. Donc c'est plutôt intéressant, les Weetabix, pourquoi pas, ça change des flocons d'avoine, c'est plutôt cool. Donc au même titre un peu, tu vois, que les cornflakes, Rice Krispies, etc., ça peut être intéressant, ça change des flocons d'avoine, et puis c'est pas aussi bullshit, j'ai envie de dire, que tout ce que tu peux trouver qui va être extrêmement cher, comme tu sais, genre les mousselis, t'as des mousselis un peu avec je sais pas quoi dedans. Au final, ils te mettent du chocolat, ils te mettent des trucs dedans, ils te mettent des oléagineux mais pas de bonne qualité, etc. Et au final, en fait, c'est bien beau, t'achètes un muesli qui se veut entre guillemets sain, healthy, etc. Mais en réalité, t'as plein de trucs rajoutés et transformés dedans. Tes oléagineux qui vont être dedans, souvent ça va être des oléagineux qui vont être grillés, tu vois, des choses comme ça, donc pas forcément de la meilleure qualité, etc. Donc honnêtement, c'est très bien les Weetabix pour remplacer les flocons d'avoine, c'est plutôt pas mal. Du coup, sinon, source de lipides, pareil, pas grand chose à dire sur les sources de lipides. Je vois qu'ils mangent beaucoup de saumon, avocat, huile d'olive, œufs aussi. Donc en vrai, franchement, source de lipides, il est vraiment bien. Dans l'ensemble, il a toujours une très bonne source de lipides par jour, et même plus que ça, j'ai envie de dire. Le beurre de cacahuète, il m'a pas redit, mais de ce que j'ai l'impression que même son beurre de cacahuète, enfin par rapport aux photos qu'il m'a mises, j'ai même l'impression qu'il ferait même potentiellement peut-être lui-même son beurre de cacahuète. En tout cas, il a l'air très qualitatif. Donc si c'est pas le cas, il faudra qu'il me dise où est-ce qu'il l'achète, parce qu'il a l'air plutôt qualitatif. Donc non, vraiment quelqu'un qui mange très varié, de très bonne qualité dans l'ensemble. Il y avait juste un point niveau qualité que je pourrais à la rigueur citer, c'est sur la qualité de ses, entre guillemets, de ses produits laitiers, pas forcément, plutôt simplement de son fromage. Il mange un petit peu de fromage, pas énormément, mais le fromage qu'il mange, souvent c'est soit du fromage du coup on va dire allégé, soit du fromage type que tu vas retrouver en barquette, etc. Moi j'appelle ça un peu le fromage plastique, et ça c'est juste un petit point qui, certes c'est pas très important, mais quitte à être dans l'optimisation, ça peut être intéressant, c'est de manger du fromage plutôt un peu plus qualitatif, du fromage au lait cru. Donc ça, c'est du fromage que tu retrouveras jamais dans les rayons de supermarché, ou alors c'est très rare, hein, du fromage au lait cru dans les rayons de supermarché, genre dans les frigos à côté des yaourts, tu vois. Non, ça c'est vraiment quelque chose que tu vas retrouver plutôt dans les rayons, à la rigueur fromagerie si ton supermarché en a un, ou directement du coup dans les fromageries ou sur les marchés, etc. Des fromages au lait cru, c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, le fromage a beaucoup d'intérêt sur l'aspect microbiote, etc. C'est vraiment bon pour la digestion, tout ça. Le fromage, c'est une des sources de lipides qui n'est pas une source riche en oméga 3, mais qui est très bonne pour la santé, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, s'il y a une source, entre guillemets, on va dire, d'acides gras saturés que je vais te conseiller, ça va être le fromage, parce que le fromage, du coup, apporte, comme c'est un aliment fermenté, il apporte beaucoup d'éléments à ton microbiote, etc. Donc pour la digestion, c'est vachement intéressant, et ça a plein de bienfaits, du coup, et par effet domino et crescendo, le fromage a des effets sur ton système immunitaire, etc. Enfin, vraiment, je conseille énormément le fromage dans la diète. Franchement, dans la diète quotidienne, moi
moi je mange tous les jours du fromage, mais toujours par contre du fromage au lait cru, parce que si c'est du fromage pasteurisé, et bien comme le lait pasteurisé par rapport au lait cru, tu n'as pas tous ces bienfaits qui sont dus à des bactéries qui vont être éliminées dans la pasteurisation. Donc si on veut optimiser les choses, pourquoi pas choisir des fromages plutôt au lait cru, etc. Et du coup éviter des fromages un peu plus industriels qui sont peut-être même aussi un peu plus transformés avec des conservateurs, alors que dans un fromage classique, on va dire un vrai fromage. Et en plus on est en France, on est en France, merde. Non, faut pas que je dise de gros mots, je crois. Mais en France, voilà, on a quand même pour le coup la chance d'avoir énormément de fromage et tout, donc c'est dommage. Pas si cher que ça au final, et puis tu n'as pas de conservateur dans un vrai fromage. Normalement tu as des ferments, mais dans un vrai fromage tu n'as pas de conservateur, alors que souvent dans les fromages en barquette, etc., voilà, c'est plein on pourra dire de perturbateurs endocriniens, etc. Donc dans l'optimisation, voilà, seul point optimisé au final sur sa qualité et sa variété d'alimentation, on pourrait dire. Ensuite, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail de sa diète, c'est-à-dire les macros, etc., sa répartition par jour. Alors du coup, c'est quelqu'un qui mange 3 fois par jour. Il fait 3 repas et du coup, il fait plutôt 3 gros repas. J'ai l'impression même il fait 2 gros repas et plutôt une collation dans la matinée. Du coup, en gros, c'est son petit déjeuner qui est un peu plus faible que les autres repas. Ça peut être dû à plusieurs choses. Je pense pas que ça soit forcément dû à un manque d'appétit au vu des repas qui s'envoient sur les autres, des quantités qui s'envoient sur les autres repas, etc. Je pense pas que ce soit dû à de l'appétit particulièrement. Je pense que c'est plutôt dû à une question de praticité et de timing. Tu sais, t'as pas le temps de te poser 1 heure le matin pour faire un petit déj à 1200 cales. La plupart des gens, voilà, quand on va travailler, etc., juste après, le petit déj doit être rapide, facile à préparer, ça se mange en 2 secondes et on est parti, tu vois. Donc je pense que ça doit être un petit peu dû à ça. Donc sur la répartition en soi des macros, donc on a juste le petit déj qui est un peu plus faible et le reste après on est assez équilibré. Par contre, sa répartition des macros, plutôt sa répartition sur les repas. Donc 3 repas par jour, pourquoi pas. Mais on va revenir un petit peu plus tard. Moi je vais lui conseiller peut-être d'avoir une collation en plus, parce que si on fait déjà dans un premier temps le tour de ses calories, on voit du coup que c'est ce qu'il m'expliquait, c'est que lui en soi il a pas des calories vraiment fixes, mais il a des calories en fonction de la dépense qu'il a par jour qui change beaucoup. Donc en général il tourne entre ce que j'ai vu 2006 jusqu'à 3100 calories, j'ai vu. Donc moi j'aurais tendance à dire qu'il pourrait monter un petit peu plus haut, tu vois, il est quand même assez léger, il est très sec, il peut se permettre du coup de monter plus haut pour avoir déjà potentiellement peut-être encore plus d'énergie et en soi surtout pour pouvoir commencer à prendre un petit peu de poids. Dans son objectif, je pense que l'idée c'est vraiment qu'il aille chercher honnêtement, je pense sur le long terme, une dizaine de kilos en plus, tu vois, et clairement pour avoir vraiment un physique un peu plus entre guillemets galbé, plus hypertrophié, je pense que là il va vraiment falloir qu'il passe par une prise de masse, et pour autant j'aurais tendance à dire il faut rester progressif, ne pas se dire ok on envoie 5000 calories et on prend du fat, parce que même un profil comme le sien avec une grosse dépense, etc., s'il envoie du 5000 calories il va prendre du gras, tu vois, ça c'est sûr. Et j'ai l'impression par rapport à ce qu'il me dit, c'est qu'il a aussi toujours cette envie de rester assez sec, etc., il est assez focus là-dessus, ce qui est compréhensible. Donc je pense que l'augmentation de cales qu'il pourrait faire, c'est simplement déjà une augmentation d'une dizaine de pourcents, on va dire à peu près. Donc là si on fait une moyenne qu'il est à peu près à 2800 cales par jour, on va dire, je pense qu'il pourrait essayer d'aller chercher entre 3000 et 3300 cales déjà dans un premier temps, prendre un petit peu de poids, voir si ça le fait augmenter, et sinon augmenter encore au palier suivant, peut-être entre 3002 et 3005, etc., en fonction des jours. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il monte à minimum 3000 calories par jour, je pense. Du coup donc 3000 sur les jours où il se dépense un petit peu moins, et peut-être 3002, 3003, 3004 peut-être même sur les jours où il se dépense un peu plus. Je pense qu'il faut qu'il monte un petit peu plus d'un palier niveau calories. Donc voilà, ça en soi c'est assez simple au niveau de la mise en place. Par contre on peut parler maintenant de sa répartition de ses macros, et comme tu vois là je te mets de toute façon les screens de sa diète, etc., tu vois qu'il est très haut par contre en protéines. Le mec monte à jusqu'à 215, je crois, j'ai vu au maximum, je crois que c'est 215 grammes de prot par jour, pour un profil qui fait du coup 64 kilos. On est vraiment haut en protéines, on est à 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, quasiment 4 grammes, ce qui est vraiment énorme, hein. Pour le coup 4 grammes, il a vraiment pas besoin de monter aussi
aussi haut en protéines, même s'il est très sec, etc. Donc on peut aller chercher une moyenne plutôt haute. Après, de ce qu'il m'avait dit, etc. par le passé, je sais qu'il aime bien du coup les sources de protéines et qu'il aime bien varier, avoir des légumineuses, etc. Donc ce qui explique qu'il est assez haut en protéines. Moi, je dirais que si on veut rester haut en protéines, il peut déjà se mettre à 2,5-3 grammes de prot par kilo de poids de corps, ce qui est déjà très haut, hein. Honnêtement, c'est pour moi un peu la moyenne la plus haute, et c'est vraiment à réaliser que sur les physiques entre guillemets les plus secs, tu vois, ou vraiment dans un contexte de déficit calorique assez énervé, etc. tu vois. Donc 2,5 à 3 grammes de prot par kilo de poids de corps, c'est déjà énorme en soi, et ça lui donnerait une moyenne de 150 à 180 grammes de prot par jour, on va dire à peu près, hein, dans la moyenne. 190 grammes à la rigueur, à 3 grammes de prot ça donnerait. Donc 150-180 grammes de prot, ça serait déjà pas mal honnêtement, sachant que la répartition sur 3 repas c'est déjà assez énervé, hein, 180 grammes ça te fait quand même 60 grammes de prot par repas, faut les envoyer, tu vois, déjà en termes de quantité de protéines sur 3 repas, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc honnêtement, je pense que ça serait déjà bien qu'ils descendent un tout petit peu ces protéines, du coup, en faveur potentiellement, je pense, des glucides. Parce que tu vois, en termes de lipides, il a des lipides de bonne qualité, il est sur à peu près 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, un petit peu plus, il monte à 1,5 sur certains jours. J'ai vu les jours où il était plus haut en calories, et du coup, ça c'est plutôt bien, c'est une plutôt bonne méthode, j'aurais tendance à dire, de monter à 1,5 gramme de lipides sur les jours où il est sur des dépenses assez longues, tu vois. Il m'a expliqué que parfois du coup il faisait des longues randonnées, des sports assez endurants. Ces sports là en général on va beaucoup puiser du coup dans les sources de lipides, tu vois, ça c'est en fonction de tes filières énergétiques. En fait, sur un effort long d'endurance, on va du coup passer sur une filière énergétique où on va puiser dans les glucides, à une filière énergétique on va commencer à puiser dans les sources de lipides aussi, tu vois. C'est pour ça qu'en général avant on disait un petit peu le bullshit de dire ouais, on brûle des graisses qu'à partir de 40 minutes de cardio, etc. En réalité, c'est parce qu'à partir de, bon, ça dépend des gens, mais à partir de, et des stocks que tu as, etc., mais à partir de 30, 40, parfois 1 heure, etc., on va commencer à puiser un petit peu plus dans la source de lipides, on va faire ce qu'on appelle une lipolyse, il me semble que c'est ça le terme, je sais plus exactement. Enfin bref, donc pourquoi pas, quand on a des efforts de longue durée, avoir un peu plus de lipides aussi, ça peut être intéressant. Faut savoir que tout ce qui est les mecs qui se préparent pour des ultra trails, des trucs comme ça, ils envoient sur les jours précédents, ils envoient pas qu'une recharge glucidique, ils envoient une recharge lipidique aussi, et ça c'est vrai que ça peut être intéressant. Du coup, pourquoi pas de profiter de ces jours où on a besoin d'être plus haut en calories pour faire monter les lipides. En plus, ils consomment des lipides de bonne qualité, donc c'est plutôt bien d'un point de vue santé générale, hormonale, etc. Donc c'est plutôt un point positif en soi, et du coup voilà, je pense que sur les jours où il se dépense un peu moins, il peut du coup essayer d'être toujours un peu plus en faveur des glucides, mais en soi je pense qu'il n'y a pas forcément la nécessité. Il peut rester à 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, ça poserait pas trop de soucis en soi, tu vois. Donc voilà. Donc pas la nécessité de descendre à 0,7-0,5 grammes de lipides, là clairement pas. On n'est pas sur quelqu'un qui galère à manger peu, etc. Enfin tu vois quoi, là clairement on n'est vraiment pas dans un objectif comme celui-ci. Donc il peut rester autour de ces 1 gramme, et pourquoi pas les monter à 1,5 gramme du coup, les jours où il doit manger un peu plus avec des efforts longs. Mais du coup je parlais un petit peu des glucides juste avant, je pense que par contre il faudrait qu'il augmente ses glucides, parce qu'en final quand tu regardes sur 3000 cales, il envoie je crois 340 grammes de glucides, un truc comme ça environ, entre 300, je crois j'ai vu entre 340 et 380 en fonction des jours, ce qui est pas forcément énorme, j'ai envie de dire, et je pense qu'il gagnerait du coup en montant ses calories et en baissant un tout petit peu ses protéines à aller chercher plutôt un minimum 400 grammes de glucides par jour. Là j'avais fait un petit peu le calcul de tête, ça donnerait, s'il montait à 3300 en étant à 180 grammes de glucides, de protéines pardon, et 70 grammes de lipides, ça nous donnerait quand même 450 grammes de glucides pour être à 3300 cales, tu vois. Donc je pense qu'il gagnerait vraiment pour le coup à monter bien ses glucides, donc voilà, qu'il augmente un petit peu plus peut-être ses quantités de féculents, parce qu'il envoie déjà beaucoup de fruits et légumes, donc voilà, après ça fera peut-être un peu beaucoup de fibres honnêtement, donc je pense juste augmenter ses quantités de féculents, pourquoi pas quelques glucides rapides genre du miel, pourquoi pas des fruits secs, bon après c'est assez riche en fibres, mais voilà, toutes ces choses là en plus qui sont des glucides faciles à accumuler, etc. dans la journée, peuvent être pratiques.
Du coup, au final, si on fait l'ensemble, comme je l'ai dit, je pense pas que ça soit quelqu'un qui a une difficulté à manger beaucoup sur un repas, etc., même à manger beaucoup de manière générale, mais c'est plutôt du coup la fréquence. Je pense qu'il gagnerait du coup beaucoup pour avoir, entre guillemets, pas des quantités monstrueuses, parce qu'il a beaucoup de fois où il se retrouve avec un repas le soir à 1200 cal, je crois que j'ai vu le plus gros c'était 1004, je crois, je sais plus exactement. Je pense qu'il gagnerait beaucoup du coup à avoir une petite collation dans la journée, qui pourrait à la rigueur peut-être emmener avec lui au travail, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, etc., à droite à gauche dans son boulot. Et du coup, peut-être un truc qu'il peut manger en voiture ou un truc assez pratique à transporter, une petite collation assez glucidique, donc pourquoi pas un truc ce qui peut être intéressant, c'est un petit porridge que tu mets dans un tupperware, full glucide, tu vois, avec genre miel, flocons d'avoine, fruits secs, etc. Pourquoi pas un truc style banane ou même pancakes qu'il a préparé à l'avance, qu'il met dans un tube, etc. Ça peut être pratique, un truc à emmener qui se mange facile en voiture ou quoi, voilà, tu vois, ça peut vraiment être une option qui pourrait être intéressante, ou simplement des fruits secs, et puis voilà, tu vois, pour augmenter un petit peu ses calories dans la journée, tu vois, hors ces deux repas principaux, dîner et repas du midi et repas du soir, on va dire. Je pense que ça peut être le truc qui l'aidera le plus pour pouvoir du coup avoir plus de glucides, potentiellement du coup un tout petit peu moins de protéines, on va dire, et surtout plus de calories, quoi, clairement. Du coup voilà. Après sinon l'autre option serait simplement aussi d'augmenter son petit déj directement, mais comme je l'ai dit, je pense que c'est pas tant une question d'appétit le matin, mais plus une question de praticité et de temps le matin qui fait que, tu vois, donc voilà. En soi, je pense que l'option d'une petite collation à transporter serait peut-être plus simple, honnêtement. Du coup voilà un petit peu pour sa diète. En soi, pas de gros chamboulements, j'ai envie de dire, c'est plus une question de répartition de macros qu'autre chose, tu vois. Donc maintenant on va passer à la partie training. Donc niveau training, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Si on récapitule un petit peu, donc comme je l'ai dit, il s'entraîne 7 sur 7 et en gros il a 4 séances différentes. Donc ces 4 séances, elles vont se répartir comme ça, elles vont se répartir comme telles. C'est-à-dire qu'on va avoir du coup une séance pec, une séance épaule-triceps, une séance dos biceps et une séance jambes, et ensuite il renchaîne son cycle de 4 séances. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en soi du coup il a toujours 2 jours de off du coup entre chaque training, on va dire. Donc dans l'idée, je pense que la récupération est plutôt bonne, sachant que les séances ne sont pas trop longues. Je pense qu'il a pas trop de soucis de récupérer, et c'est pour ça qu'il peut s'entraîner en 7 sur 7. Et comme il a un bon passé sportif aussi, hein, clairement, si toi t'as jamais fait de sport auparavant, te mettre comme lui sur un training en 7 sur 7, etc., même si tes séances sont pas longues, t'arriveras pas forcément à récupérer, que lui, même avec du sport à côté, etc., et une bonne dépense, il arrive à récupérer, et ça je pense que c'est dû à un bon passé sportif. Et du coup, ça se voit plutôt directement, je trouve, sur son physique, dans le sens qu'il a une bonne, même s'il a une masse musculaire qui reste, entre guillemets, on va pas dire faible, mais qui reste assez fine, on va dire, tu vois, faut qu'il prenne un petit peu en volume. On voit par contre que, dû à son, entre guillemets, à son âge, à son expérience et à sa pratique passée, il a quand même, du coup, par contre, une bonne maturité musculaire, tu vois, et ça, c'est intéressant. Maintenant, je pense que lui, il faut vraiment qu'il prenne juste du volume en plus, tu vois, et du coup sur sa répartition de training, en soi je pense que du coup il pourrait rester sur une répartition un petit peu comme celle-ci, ça serait pas forcément gênant honnêtement, parce que du coup c'est une répartition avec laquelle il a peut-être l'habitude et des bons feelings, etc. Après moi ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, qu'il avait plutôt un point fort sur les pecs, et c'est dommage en gros que le seul groupe musculaire, on dira, qui est vraiment isolé du reste, c'est vraiment les pecs, avec une séance qui est vraiment dédiée, une séance sur laquelle du coup on a vraiment 12 séries sur les pecs. Donc peut-être potentiellement ça serait bien d'avoir peut-être plutôt, on va dire, un peu plus de focus, on va dire, sur le dos particulièrement, avec un peu plus de travail sur l'épaisseur du dos par exemple, donc à voir, tu vois. Mais en soi, la répartition en elle-même de ces trainings, je pense que ça peut être intéressant de la garder comme ça, et je verrai pas de contre-intérêt à le garder, tu vois. Pour le coup, il peut rester comme ça si c'est des séances qui lui plaisent. Par contre, du coup, on va revenir un peu sur la sélection des exercices et voir qu'on pourrait peut-être améliorer certaines choses. Donc tu vois, sa séance pec, grosso modo, ce qu'il fait sur sa séance pec, c'est qu'il fait du coup un développé halter en premier exercice. Pourquoi pas, en soi c'est pas inintéressant. Le développé halter a beaucoup d'aspects positifs en soi, et c'est pas forcément gênant, même si avec une génétique comme la sienne, c'est-à-dire des bras extrêmement longs, etc., c'est peut-être pas forcément le plus pertinent, mais d'un autre côté il a quand même des clavicules courtes, c'est peut-être pas trop gênant en soi, tu vois, de faire un développé halter. Par contre, ce qui est un petit peu spécial, on va dire, c'est qu'en
gros, de ce que j'ai cru comprendre, une séance sur 2, on va dire, à chaque fois il change. Un coup il va faire en développé incliné, un coup à plat, un coup en décliné, et du coup il reste pas tout le temps sur la même rotation de juste du développé couché halter classique. Parfois il fait de l'incliné halter, parfois pas, etc. Donc c'est un peu spécial, on va dire, de faire ça. Je comprends aussi l'intérêt, c'est peut-être aussi lui parce qu'il a envie de changer de temps en temps, mais voilà, en soi je vois pas trop de contre-intérêt non plus, hein. Il peut rester comme ça si c'est quelque chose qui lui plaît, c'est pas forcément gênant. Après, c'est sûr que c'est quand même mieux d'avoir tout le temps, on va dire entre guillemets, la même chose pour essayer d'instaurer un peu plus de progression dessus, mine de rien, tu vois. Après, ce que j'aurais tendance à dire sur ses pecs, c'est qu'au final, tu vois, il a en gros qu'un seul mouvement de fly et il a 3 mouvements de développé. Donc, sur ces 4 exercices qui sont des exercices qu'il fait en 3 séries, donc 12 séries au total, on a 9 séries de développé pour seulement 3 séries de fly. Et je trouve ça juste un tout petit peu dommage, c'est que du coup, son fly, c'est sur du coup du pec classique, donc c'est sur des écartés du coup à la poulie vis-à-vis, tu vois, en hauteur classique, donc pas décliné, pas incliné, tu vois, donc vraiment que pour les pecs classiques. Et je trouverais ça peut-être plus pertinent pour lui s'il veut développer un petit peu plus son haut de pec, du coup d'avoir peut-être un mouvement d'écarté incliné, je pense serait intéressant, que ça soit aux haltères, à la poulie, peu importe, mais en soi ça peut vraiment être intéressant d'avoir ce mouvement, ce pattern de mouvement là en plus qui pourrait l'aider. Après pourquoi pas avoir un peu plus de volume haut de pec, du coup là on a 6 séries haut de pec pour 6 séries de pec classiques, on va dire. Voilà, ça peut peut-être être intéressant. Je pense qu'il a pas besoin de faire de volume particulier du coup sur le bas de pec particulièrement, donc ça c'est plutôt un point positif en vrai, j'ai envie de dire. Donc il peut se concentrer à faire un peu plus de haut de pec. Je pense que ce qu'il pourrait faire, c'est vraiment avoir sur 12 séries, peut-être même 9 séries haut de pec pour seulement 3 séries, tu vois, donc seulement un quart de son volume pour les pecs classiques, sachant qu'il a une très bonne insertion sur le bas des pectoraux et que le travail haut de pec va quand même travailler l'ensemble de ses pectoraux de manière générale, surtout sur un développé incliné typiquement. Donc voilà pour les pectoraux, le point peut-être à améliorer. Après du coup on a sa séance numéro 2 qui est la séance épaule triceps. Alors du coup en gros il fait une séance épaule et il finit par 2 exos de triceps. Le seul point à revoir du coup sur les triceps, donc c'est plutôt en soi assez classique le choix des exercices pour ces triceps. Il va avoir simplement un mouvement d'extension classique à la poulie, donc en poulie haute, et ensuite en poulie un peu plus basse en version overhead, donc avec les coudes étirés. Ce qui en soi est très bien honnêtement, on va dire au plus simple le mieux, tu vois, c'est un peu les 2 patterns les plus importants, on va dire, enfin 2 patterns très importants sur le développement des triceps, donc en soi pas grand chose à redire. Après c'est en fin de séance, après une séance épaule, est-ce que ça pourrait pas être judicieux par exemple avant les épaules de mettre du triceps, sachant qu'en épaule il a qu'un seul mouvement de poussée, c'est le développé militaire, et après le reste c'est des mouvements d'élévation latérale ou frontale, donc il aura pas besoin de ses triceps. Pourquoi pas potentiellement du coup les mettre directement en début de séance, ces triceps, ça pourrait peut-être être intéressant pour réussir à avoir plus d'énergie et à les taffer un petit peu plus. Après pour ce qui est des épaules, je pourrais trouver intéressant d'avoir une programmation potentiellement avec une plus grosse fréquence sur ces épaules. Parce que comme je l'ai dit, il est très long, il est très grand, mais il a par contre pas une très grande largeur malheureusement, et du coup pour avoir vraiment un physique plus galbé et plus imposant, ce qui serait intéressant c'est donc de bien développer ses épaules, surtout sa partie latérale. Et sa partie latérale du coup en fait il a 8 séries dessus, donc 2 fois 4 séries, donc élévation latérale poulie, élévation latérale halter, ce qui en soi est bien parce que il a du coup à la fois un mouvement avec du coup entre guillemets une bonne tension mécanique bien répartie et un mouvement avec une tension mécanique du coup plus élevée parce qu'on met plus lourd, mais avec une répartition un petit peu différente, etc., un peu plus égolifté. Mais je trouve que c'est un peu bien d'avoir les 2 patterns, ça peut être intéressant, tu vois. Mais du coup ce que je trouve entre guillemets dommage, c'est que du coup il a qu'une fréquence x2, voire même 1 fois et demie sur ses épaules, c'est-à-dire que il fait ses épaules sur épaules triceps et il les retaffe que 4 jours après, donc en gros il y a des semaines où il les fait qu'une seule fois, tu vois. Et je pense que les épaules sont des muscles qui sont du coup comme on le sait à majorité fibres rapides et qui sont des muscles du coup qui sont petits, qui récupèrent bien, qui sont très endurants. Pourquoi pas du coup leur mettre une grosse fréquence. C'est vrai que moi je l'ai remarqué là depuis quelques temps, j'ai commencé à expérimenter ça sur certains de mes coachés, je l'ai expérimenté même sur moi-même. Les épaules récupèrent très bien et on peut essayer d'avoir une fréquence assez élevée dessus. Donc pourquoi pas, plutôt que d'avoir 8 séries sur une séance qu'on va répéter une fois et demie, enfin une fois et demie à 2 fois par semaine, plutôt avoir peut-être essayer d'avoir une fréquence de 2 à 3 séances par semaine, on va dire,
enfin une fréquence de 2 fois 2 fois 3 par semaine, mais avec peut-être un peu moins de volume, tu vois, au lieu d'avoir 8 séries, peut-être n'avoir que 4 séries, 2-3 fois dans la semaine. Ça peut être intéressant. Pourquoi ? Parce que du coup on aura du coup plus de fréquences qui peut toujours être encore plus intéressant sur un muscle qui récupère bien, etc., comme celui-ci. Donc je pense que ce qui gagnerait bien à faire, c'est d'avoir du coup, plutôt que d'avoir une séance vraiment épaule-triceps, mais plutôt d'avoir une séance peut-être genre épaule-bras, tu vois, et il retape les épaules sur une de ses autres séances, par exemple sur sa séance jambes ou autre, tu vois. Mais du coup, il faudrait repenser son split entièrement, je pense, tu vois, pour le coup, sa rotation de split, pour pas rester dans la même base, parce que sinon, niveau récup, ça va être compliqué. Il faut qu'il ait au moins quand même un jour de récup entre les deux, pas qu'il fasse épaule le mardi et que le mercredi il retape épaule, ça serait pas intéressant, tu vois. Mais du coup voilà, peut-être essayer de se creuser la tête sur l'aspect, augmenter un peu la fréquence sur les épaules, parce qu'en termes de volume en soi, on n'est pas mauvais, tu vois. Je pense que le volume est suffisant pour progresser, mais on peut peut-être du coup essayer d'aller chercher un petit peu au-dessus. Ensuite du coup, séance numéro 3, on a la séance du coup dos biceps. Alors encore une fois du coup, biceps qui sont mis après le dos, donc potentiellement peut-être un peu de fatigue sur les biceps, et c'est dommage vu qu'on a quand même un bon point faible sur les bras, mettre un peu plus en priorité ses bras, donc ses biceps, ça pourrait être intéressant. En soi sur les biceps, par contre le choix d'exo, il a 2 exos, c'est comme les triceps, il est au plus simple mieux. Un exercice de biceps avec l'épaule en étirement, donc ça c'est intéressant. Donc lui il fait un curl incliné directement, et un exercice de biceps qui va focus aussi un petit peu les avant-bras, curl marteau à la poulie. On est sur du simple et de l'efficace en soi. Sélection d'exercices, elle est pas mauvaise, tu vois. Du coup on a 2 fois 4 séries, 8 séries sur les biceps, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Mais comme je l'ai dit sur les triceps, ça serait bien du coup peut-être de les avoir du coup en début de séance. Après, le problème c'est qu'avant de faire du dos, je trouve que les biceps ça reste compliqué. C'est pour ça que peut-être avoir une séance plutôt, tu vois, épaule-bras ou un truc comme ça pourrait peut-être être intéressant. Histoire d'avoir les biceps moins fatigués, ou peut-être potentiellement de mettre ses biceps, tu vois, sur la séance pec. Ça pourrait être intéressant dans le profil dans lequel il est, parce que tu vois, point fort pec. Pourquoi pas, tu vois. Donc encore une fois, c'est à voir, à réfléchir sur l'ensemble de son split avec la répartition des séances, tu vois, pour pouvoir privilégier un petit peu plus ses biceps. Après, les biceps et les triceps, comme ils sont faits en fin de séance aussi, il y a l'aspect, est-ce qu'on a des séances qui sont bien portées à l'échec, est-ce qu'on a des séries qui sont bien portées à l'échec, est-ce qu'on a des exercices sur lesquels on arrive à bien progresser, etc. Tu vois, quand je vois qu'il a des bras super longs et des biceps qui sont relativement courts, je me dis peut-être qu'il a quand même du mal aussi à performer et à être à l'aise sur un mouvement comme le curl incliné, tu vois, faut voir. Mais en soi, sinon le choix d'exo en lui-même est plutôt bon, tu vois. Donc voilà. Après, pour ce qui est du dos, comme je l'ai dit, je pense que là où il gagnerait beaucoup, c'est de se focus sur l'épaisseur de son dos de manière globale, et peut-être du coup sur, tu vois, le choix de ses exercices. Là, il a des exercices qui sont assez pertinents aussi. On a du unilatéral, on commence directement par un tirage vertical uni, puis on a du tirage horizontal uni, donc 2 exos focus grand dorsal qui sont assez intéressants parce qu'on en a un du coup sur le plan vertical, un sur le plan horizontal, donc on taffe bien le grand dorsal dans son ensemble, et entre guillemets là pareil, on est au plus simple mieux, on est sur de l'efficient et de l'efficace, c'est plutôt bien, tu vois. Par contre, on a aussi du coup un tirage vertical pronation, donc en gros qui va focus quand même le grand dorsal et le bas du haut du dos, on va dire grosso modo, un trapèze inférieur, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est plutôt un exercice complet que je recommande, on va dire. Mais par contre, tu vois, sur l'épaisseur du haut du dos et du bas du dos de manière générale, après on a que du tirage horizontal en prise large du coup, donc sur poste à poulie, etc. Donc on est légèrement comme un buste penché, donc tiré vers l'avant, donc on a quand même un assez bon focus sur le bas du dos, mais qui reste assez léger parce que la position n'est pas la même exactement que sur un buste penché, tu vois, ou que genre sur un RDL ou sur de mouvements, tu vois, un back extension, tout ça, et en soi ça reste que du coup 3 séries, il m'a dit, il me semble, donc c'est pas énorme comme volume sur l'aspect épaisseur du dos. Donc ce que je lui conseillerais, c'est peut-être soit de remplacer son tirage horizontal poulie par un exercice plutôt en mode buste penché, genre un rowing buste penché à la Smith, en barre libre, en halter, peu importe, ça pourrait être intéressant. Ou alors pourquoi pas d'intégrer peut-être un back extension dans sa séance dos, tu vois, un back extension pour venir faire des relevés de buste, ça pourrait être bien. Après, je pense que de manière globale, si je lui refaisais une proc, tu vois, moi je lui mettrais du coup plutôt une séance pull, ce qu'on appelle une séance pull densité. Alors j'aime pas trop ce terme parce que je comprends pas trop l'intérêt d'appeler ça densité, mais en gros c'est une séance pull, en gros full body, tu vois, tu vas venir faire du taf ischio, tu vas venir faire de la chaîne postérieure et tout, et comme on a un
point entre guillemets faible sur l'épaisseur du bas du dos, milieu du dos, etc. Ça pourrait être intéressant parce que du coup on calerait du RDL, du back extension, du leg curl et ensuite du focus grand dorsal haut du dos. Ça pourrait être pas mal une séance globale comme ça, je pense. Ça pourrait vraiment être une piste de réflexion intéressante pour bien taffer cette zone là et avoir une fréquence potentiellement du coup x2 à la fois sur sa chaîne post avec la séance jambes, etc. et à la fois du coup peut-être sur son dos avec une autre séance, une petite séance dos avec un petit groupe musculaire en plus, genre dos épaule ou dos triceps, un truc comme ça, tu vois. Ça pourrait potentiellement être intéressant, je pense, une piste à creuser dans son cas pour essayer d'avoir peut-être un peu plus de focus sur cette zone. Du coup, voilà, en soi sinon le choix d'exercice reste plutôt bon. Dernier point, du coup, on a la séance jambes. Donc la séance jambes, pareil, on voit qu'il a quand même un bon point faible sur les jambes. Après, j'ai une nuance à apporter là-dessus, c'est que en soi, je pense que même s'il a envie de développer de son corps de manière générale, je pense qu'il n'a pas non plus envie d'avoir des jambes de bodybuilder. Pourquoi ? Parce que dans son métier, etc., il est amené à courir, à randonner, etc. Il faut pas qu'il se retrouve avec des legs qui frottent au niveau des adducteurs dès qu'il fait un pas, etc. Tu vois, je veux dire, tu vois, quand on a quelqu'un qui a un train de vie qui fait 20-30 000 pas par jour, etc., qui a besoin au final d'avoir une endurance sur les jambes, avoir des jambes trop développées, vraiment bodybuildées, tu vois, c'est pas forcément un point qui va vraiment être utile et très pratique, tu vois. Néanmoins, il peut quand même bien développer, il a de la marge sur les jambes. Je trouve que niveau quadri, il manque un petit peu de développement sur les quadris. On voit qu'il a un vaste interne légèrement court quand même, et je dirais un manque de développement sur les adducteurs. Donc je pense que dans l'idée, s'il arrivait du coup à avoir une séance jambes avec un peu plus de focus sur cette zone, ça pourrait être intéressant. Dans sa séance jambes, je remarque une chose, c'est qu'il a pas de leg curl, donc il a pas de mouvement de flexion de genou, ce qui est dommage parce que même dans un point de vue prévention de blessure, c'est vachement intéressant quand on est un runner, quand on est simplement quand on fait un sport vraiment classique, j'ai envie de dire, que tu fasses du foot, du basket, du run classique, de la rando, j'ai envie de te dire, c'est tous des sports en fait il y a que la natation qui a de la flexion de genou sous résistance, tu vois. Tous les autres sports, on a de l'extension de hanche, donc on travaille les ischios sur l'extension de hanche, tu vois, mais pas sur la fonction flexion de genou. On a de l'extension de genou, de l'extension de hanche, mais on n'a jamais de flexion de genou sous résistance, tu vois, sur tous les sports que tu trouves, à part du coup la natation, et encore c'est sur une amplitude très réduite, tu vois. Et du coup, c'est important, je trouve, dans la prévention de blessures, pour ton genou, d'avoir toujours un mouvement de leg curl, tu vois. Donc, moi dans son cas, je lui dirais d'inclure déjà un mouvement de leg curl, ça serait très intéressant, il y gagnerait énormément. Ensuite, donc ça tu vois, si on avait une séance peut-être du coup comme je l'expliquais, pool densité, on pourrait à la rigueur caler le leg curl sur cette séance là et ne pas avoir de fréquence x2 dessus sur l'autre séance, tu vois, en soi sur la séance jambes ou quoi. En vrai ça pourrait très bien être intéressant comme ça, tu vois. Après sur sa séance jambes, l'autre point c'est le choix aussi sur certains exercices. On a du coup leg extension, presse, hack squat. Presse et hack squat, on va dire qu'on a le même pattern de mouvement, mais avec pour moi la presse qui reste un peu inférieure par rapport au hack squat sur l'amplitude de mouvement. À voir sur sa récupération, s'il récupère bien sur le bas du dos ou quoi que ce soit, sur les hanches, il peut préférer à la rigueur le hack squat plutôt que la presse, moi j'aurais tendance à dire. J'ai une petite préférence là-dessus, on va dire. Au moins ça développe un petit peu les fessiers aussi, alors que la presse, bon, sur le développement fessier, je trouve que ça reste assez minime. Et moi je suis pas un grand fan des presses de manière générale, je trouve que la presse... entre une presse et un mouvement de squat, moi je privilégierais toujours, je pense, le mouvement de squat, honnêtement. Hors cas vraiment spécifique. Et au final, pourquoi je disais d'enlever du coup soit la presse soit le hack squat, mais du coup je préférais garder le hack squat, enlever la presse, c'est pour du coup avoir peut-être un peu plus de focus adducteur. Pour les adducteurs, en soi, on pourrait du coup essayer d'avoir soit du coup directement une machine à adducteurs, soit pourquoi pas un mouvement unilatéral, genre fente bulgare, tu vois, ça peut être intéressant aussi. Je pense que si on garde le hack squat, le mieux c'est d'avoir du coup de l'adducteur juste avant, histoire d'avoir de l'activation et même un travail adducteur spécifique, et ensuite ça taffera aussi sur le mouvement de squat. Donc comme ça on arrivera peut-être à développer un petit peu plus l'épaisseur de cuisse sur la vue de face. Et pour ce qui est de la partie on va dire plutôt postérieure, donc les ischios, avoir du coup du leg curl, et pour le coup aussi lui il a un choix d'exercice sur le deadlift, il fait un deadlift classique et j'aurais tendance à dire du coup peut-être pour
pour bosser un peu plus du coup toutes ces chaînes postérieures, est-ce que ça serait pas plus intéressant d'avoir peut-être du coup un RDL, tu vois, plutôt qu'un deadlift classique? Je pense que oui. Après je me disais pourquoi pas aussi avoir un back extension, tu vois, comme je l'avais expliqué sur sa séance dos biceps, avoir du coup un exo spécifique vraiment lombaire, ça peut vraiment être intéressant. Donc pourquoi pas mettre carrément un back extension, s'il le peut à la rigueur en plus, tu vois, pourquoi pas, mais avoir encore une fois sur la récupération globale, peut-être plutôt placer le back extension sur une séance dos ou pull densité, tu vois. Donc ça pourrait être intéressant. Mais du coup back extension, vraiment ça de manière générale c'est un exo qui est beaucoup trop sous-coté, je trouve. Il y a très peu de gens au final qui le font. On voit beaucoup de meufs le faire du coup pour l'aspect développement fessier, mais je vois au final très peu de gens le faire, alors qu'en réalité je pense que tout le monde devrait avoir au moins un mouvement de relevé de buste ou de buste penché, que ça soit du coup soit un rowing buste penché, soit un RDL, soit un back extension. Et pour moi vaut même mieux avoir, si t'as que du buste penché c'est peut-être pas suffisant, tu vois. Faut vraiment avoir un mouvement selon moi de relevé de buste, donc que ça soit peut-être un RDL ou un back extension, c'est important. Donc voilà, et donc lui pour bien développer je pense l'épaisseur de son dos, ça peut être intéressant. Du coup en soi voilà. Après potentiellement aussi du coup avoir une fréquence x2 sur les jambes peut être intéressant. Néanmoins avoir une fréquence x2 par exemple sur ses quadriceps etc, ça peut être cool, mais au vu de son quotidien etc, de son métier, c'est peut-être pas le plus pertinent non plus, parce que s'il a tout le temps les quadris fatigués et qu'en plus de ça il tape des runs, des trucs comme ça, honnêtement ça peut être très compliqué. Moi quand je donnais des cours collectifs, je faisais pas du tout de fréquence x2 sur les jambes parce que c'était impossible pour moi de récupérer. Je veux dire, quasiment tous les jours je devais faire des squats, alors oui des squats sans poids ou avec des poids très légers, mais tous les jours je me tapais des squats, des fentes, des trucs. Je pouvais pas me ramener et faire 2 leg day par semaine, c'était pas possible, tu vois, niveau récupération et même niveau confort de vie, tu vois, genre quand t'as les quadriceps qui sont déjà tout courbaturés et tout, que tu crampes toutes les 2 secondes et qu'en plus de ça tu dois faire des squats devant 40 personnes, je peux te dire qu'il ça m'est arrivé plein de fois d'être dans des situations où j'ai le quadriceps, il me remonte dans la moitié de la cuisse, j'ai l'impression que je vais m'arracher la jambe, tu vois. Donc voilà, ça c'est un point à prendre en compte. Si possible, je pense que d'avoir une fréquence x2 sur ses jambes peut être intéressante, mais voilà. Je pense qu'en vrai, dans l'ensemble, pour conclure un peu sur sa prog, je pense qu'il gagnerait un petit peu s'il veut rester sur un truc de 4 trainings différents et de les cycler comme ça. Je pense qu'il pourrait à la rigueur essayer de partir sur une séance, par exemple, tu vois, un truc style pull full body, push full body, pardon, ce qui pourrait être intéressant parce que du coup on travaillerait le dos avec les ischios et la chaîne postérieure, on travaillerait ensuite les pecs avec peut-être les quadris et ensuite vraiment d'avoir à chaque fois du coup les épaules réparties, genre un jour sur 2 il envoie genre 3 séries d'élévation latérale pour avoir du coup une bonne fréquence sur les épaules et d'avoir peut-être une séance uniquement sur les bras et d'essayer de rajouter du coup une petite fréquence x2 sur les bras aussi, genre qu'il ait tout le temps au moins 2 fois par semaine les bras en plus, de préférence en début de séance etc, tu vois. Je pense que ça pourrait être intéressant, donc à voir un peu, faut creuser un petit peu le sujet, mais ce qu'il y a de bien c'est qu'avec une aussi grosse fréquence d'entraînement, niveau split etc, il peut vraiment répartir ses groupes musculaires comme il le souhaite et en vrai avoir une rotation, c'est assez facile de trouver une rotation qui sera intéressante. Donc simplement bien focus les épaules en ayant peut-être plus de fréquence dessus, bien focus les bras en les mettant du coup avec peut-être un peu plus de fréquence, peut-être aussi potentiellement un peu plus de volume à voir, et surtout un peu plus peut-être en priorité, donc en début de séance ou leur consacrer vraiment une séance unique, réduire potentiellement le volume pour le bas des pecs pour un peu plus de volume haut de pec on pourrait dire. Et sur le travail du dos, peut-être t'as fait un petit peu plus cet aspect épaisseur, la zone milieu bas du dos, qui pourrait vraiment aider à galber un peu plus son physique, etc. Pour ce qui était des jambes, du coup, tu l'auras compris, un peu plus de chaîne postérieure, donc un peu plus d'ischio, et aussi peut-être un peu plus d'adducteurs pour aider à épaissir ses jambes, parce que seul le travail des quadriceps, sachant qu'il a un vaste interne plutôt court, ne peut ne pas suffire pour vraiment développer la zone. Du coup, on va avoir fait le tour du training et je pense qu'on aura du coup fait le tour de son profil. Je pense que la vidéo va déjà être bien longue, j'ai pas mal débité, mais tu l'auras compris, quand on analyse vraiment bien un profil, etc., il y a énormément de points à prendre en compte, que ça soit la qualité de vie, même on n'a même pas parlé du sommeil, etc., de l'hydratation, tout ça, tous ces points sont à prendre en compte quand on parle de diète, de training. Si ton coach ne prend en compte sur ta programmation que le nombre d'entraînements que tu fais et le temps que tu as à allouer à ta séance, honnêtement, voilà, on a vraiment quelque chose qui ne sera pas poussé, tu vois. Pour moi, c'est vraiment le niveau, entre guillemets, niveau 0 ou niveau 1 de la programmation. Mais quand tu veux vraiment chercher, du coup, à optimiser les choses, il faut que tu prennes en compte
tous les facteurs, tu arrives à tout rassembler, à ne pas oublier certains points qui peuvent être importants et du coup de chercher à faire au mieux et de faire au plus efficient surtout. Donc tu vois, en fonction de son profil, je vais pas forcément lui dire d'envoyer une fréquence x3 sur les jambes. On va toujours chercher du coup à adapter par rapport à sa récupération, à aussi simplement peut-être la manière dont il aime s'entraîner, etc., etc. Donc tu vois, il y a énormément de choses à prendre en compte, et même sur l'aspect diète aussi, hein, tu vois, on voit qu'il est assez food focus, etc., qu'il aime peut-être manger des grosses quantités, tout ça. Donc tout ça, c'est bien à prendre en compte. Donc voilà, j'espère qu'en vrai, cette vidéo, elle t'aura appris quelque chose sur la manière d'aborder un petit peu un profil, tout ça. J'espère que voilà, ça t'aura apporté quelques petites pistes de réflexion aussi par rapport à ton propre profil. Et sinon, comme d'habitude, pour conclure, n'oublie pas d'utiliser le code NMA-Minotaur sur Nutrimus pour tes compléments alimentaires, de me contacter directement via les DM Instagram ou de cliquer sur le lien dans la bio du coup pour remplir mon formulaire de contact si tu veux me contacter pour du coaching, une programmation, etc. Et bien évidemment, il ne te reste plus aussi qu'à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, TikTok, pourquoi pas aussi aller me follow sur Spotify pour le podcast. Et sinon, je te souhaite du coup une très bonne journée, une très bonne soirée. On continue toujours les efforts, on lâche rien. La diète, le training, on reste fort. Et à la prochaine.